Bonjour. La Jeune Chambre économique d'Agen a souhaité organiser l'action Entrevue citoyenne 2.0 pour deux raisons. Donner la possibilité à nos concitoyens de poser les questions aux candidats des législatives. Offrir un cadre et un temps de parole identique à tous les candidats. Les 13 candidats de la première circonscription de Lot-et-Garonne ont été contactés. Merci à ceux qui ont saisi l'opportunité de s'exprimer pour permettre une campagne plus claire aux yeux de nos concitoyens. Nous vous souhaitons de bonnes entrevues citoyennes. Bonjour Lucette Lousteau, représentant PS. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Jeune Chambre économique d'Agen dans le cadre de l'action Entrevue citoyenne 2.0, ainsi qu'au SUA de nous accueillir dans la tribune Lacroix du Stade Armandie. Bonjour Lucette Lousteau. Depuis avril 2017, la Jeune Chambre économique d'Agen a recueilli auprès de 4000 citoyens et chefs d'entreprise de la première circonscription de Lot-et-Garonne les questions qu'ils souhaiteraient poser aux candidats aux élections législatives. 5 grandes thématiques ont émergé. Mieux vous connaître, vivre ensemble, les talents de notre territoire, l'économie et questions diverses. Je vous rappelle le principe, 10 questions identiques pour tous les candidats, 15 minutes pour y répondre. Toutefois, nous passerons à la question suivante au bout de 2 minutes. Première partie, entretien d'embauche. Pourquoi êtes-vous candidate ? Bonjour d'abord. Bonjour. Bien écoutez, je suis candidate tout d'abord parce que je termine le mandat, je suis la députée sortante et que j'ai considéré qu'au terme de ces 5 années, il y avait encore beaucoup de choses à faire et qu'il y avait aussi pour moi un devoir de revenir vers les citoyens pour leur faire le bilan de mon action pendant ces 5 années. Ne pas repartir, c'était faire l'impasse sur ce bilan et j'ai préféré partir, si je dois partir, en ayant fait ce bilan auprès des électeurs, en étant revenu vers eux. Merci. Deuxième question. Nous allons jouer avec des questions fermées. Le principe, un choix possible, un joker et pas d'argumentation. Première question, hier ou demain ? Demain, SUA ou pruneau chaud? SUA, LGV ou aéroport ? les deux. Soir ou matin? Matin, Moralité ou légalité ? les deux. Boulevard de la République ou au Green? Boulevard de la République, Radio ou télé ? radio, Ducournau ou Cap Cinéma? Cap Cinéma, Agenda papier ou agenda numérique ? papier, Et taxi ou Uber? taxi. Merci. Deuxième partie, vivre ensemble. Les sondages présentés lors de l'élection présidentielle ont révélé la sécurité comme principal sujet de préoccupation des Français. Cette semaine, un réseau de terroristes a été démantelé dans notre département. Comment pensez-vous pouvoir accompagner l'action du gouvernement et les élus locaux dans cette nouvelle menace à laquelle nous devons faire face ? Je crois que le meilleur accompagnement que l'on puisse faire dans ce drame qui est le terrorisme et qui mine notre société, c'est de donner les moyens aux services de sécurité, aux services de renseignement de faire convenablement leur travail. Si des réseaux sont démantelés, c'est parce qu'il y a des femmes et des hommes qui travaillent quotidiennement et depuis des mois à remonter des filières. Tout ça, ce sont des moyens qui ont été mis en place et qui ont été renforcés ces dernières années. Mais il ne faudra pas lâcher cet effort dans les années qui viennent. Il faudra continuer à renforcer les services de sécurité au niveau national, bien sûr, tous les grands services de sécurité, et au niveau local, renforcer les services de gendarmerie, de police et le renseignement sur le territoire. Merci. Question numéro 4. Selon le Conseil national de l'Ordre des médecins, notre département compterait 108 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Plus mal loti des Néo-Aquitains, notre département accuserait une chute de 20% des médecins généralistes, quand la France, elle, fait face à une baisse de 8,4%. Les enjeux du vieillissement de notre population, mais aussi les opportunités que génère cette silver economy, font partie des enjeux de demain. Comment accompagnerez-vous les citoyens de notre circonscription à la fois dans ce constat de désertion médicale et comment pensez-vous pouvoir saisir l'occasion que nous avons de développer cette nouvelle forme d'économie ?
Bien, moi, je vais vous dire tout simplement que lors du vote de la dernière loi de finances de 2017, j'ai fait partie j'ai fait partie d'une soixantaine de collègues de mon groupe qui ont signé un amendement de manière à conditionner le conventionnement des médecins qui s'installaient au fait qu'ils remplacent un médecin qui partait. Tout cela pour éviter ce qui se passe aujourd'hui, parce que certes, nous avons des zones désertifiées comme la nôtre, mais il y a des endroits où il y a une surpopulation médicale. Donc il y a un déséquilibre entre les territoires. Ce déséquilibre est dû aujourd'hui au fait qu'un jeune médecin, quand il termine ses études, il s'installe là où il veut. Mais moi, je considère que l'État prend en charge quand même les études. Les études de médecine sont gratuites, mis à part les années de bachotage avant le concours, où ça s'est installé parce que le numerus clausus a créé cela. Mais après, les études sont gratuites. Et donc, je considère que quand on choisit un métier comme la médecine, qui n'est pas un métier comme les autres, on se doit aussi de rendre le service que l'État vous a rendu en vous formant. Donc, le conditionnement du conventionnement me semble être une solution, parce qu'on a mis en place énormément de mesures d'incitation. Et d'ailleurs, dans la dernière loi santé, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prévues à cet effet, mais force est de constater que ça n'a pas beaucoup d'effet. Donc, je crois que le contrat doit être clair dès le départ. Il ne faut pas prendre les gens par surprise et une fois que les études sont commencées, leur dire ben voilà comment vous allez être traités, mais il faut avant, je crois, leur annoncer qu'il y aura des conditions. Ça se fait pour un certain nombre de métiers, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation extrêmement grave, parce que la médecine générale commence à manquer, mais les spécialistes aussi. Merci. Alors, on va faire un point timing. Il vous reste 11 minutes 18 de temps de parole et 6 questions. Vous avez un peu d'avance. Vous pouvez prendre un peu de temps si vous le souhaitez. Troisième partie, les talents de notre territoire. De nombreux jeunes quittent le territoire pour accéder à une offre de formation supérieure plus large. Dans le même temps, nos entreprises cherchent à recruter les talents. Quelles actions mettre en place pour garder les jeunes sur notre territoire et où faire revenir ces talents dans notre département? Moi, j'ai toujours pensé qu'il était important et très positif pour notre territoire d'avoir de la formation supérieure. Et je dois rendre hommage et saluer les efforts qui ont été faits par les collectivités locales pour avoir cette formation supérieure. Néanmoins, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire de la formation supérieure pour des jeunes qui viendraient d'ailleurs. Pas faire seulement cette formation supérieure pour nos jeunes à nous. Parce que nos jeunes, on les forme bien, et puis souvent ils repartent. Mais je crois aussi qu'il faut une émulation, et cette émulation, elle pourrait venir aussi des jeunes qui viennent d'ailleurs. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il faudrait qu'on installe sur ce territoire des formations qualifiantes, innovantes, des choses qu'on ne fait pas ailleurs, de manière à faire venir des étudiants de Bordeaux et de Toulouse et de régénérer un petit peu toute cette jeunesse et toute cette vie sociale et culturelle qui a besoin aussi d'avoir cet apport des jeunes. Merci. Question numéro 6. Nos parents n'ont eu qu'un seul métier dans leur vie. Nous aurons 4 ou 5 métiers. Nos enfants auront probablement 15, 20 métiers. La formation continue va donc prendre une place fondamentale dans les années à venir. Comment votre action peut accompagner cette révolution? L'action d'un député, c'est de voter des budgets et c'est de voter des lois. Donc déjà, une loi sur la formation qui élargisse, qui développe les modes de formation et les thématiques, qui développe aussi les formes et aussi qui s'assure que le financement des formations est bien assuré. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de jeunes qui voudraient faire des formations, mais les financements ne sont pas toujours assurés. Donc il faut élargir cet accès à la formation, cet accès financier à la formation. Je crois qu'un député, un parlementaire, eh bien, son action c'est ça, c'est de veiller à ce que des lois soient votées pour la formation, mais aussi dans les budgets qu'il vote, à veiller à ce que les moyens y soient. Parce qu'il ne suffit pas de voter des lois, il faut aussi leur donner les moyens d'exister. Merci. Quatrième partie, économie. Quelle serait la priorité de votre mandat en termes de développement d'infrastructures pour assurer la meilleure dynamique économique de notre circonscription? Bien, je crois que la ligne LGV me semble être un bon vecteur qui nous rapproche à la fois de Bordeaux et de Toulouse, qui sont deux grosses métropoles qui se développent. Et si nous n'avons pas la ligne LGV rapidement, eh bien, cela veut dire que le phénomène d'aimant AIM, ANT, que provoquent les métropoles va nous vider
un nouveau lieu de notre substance. Donc il faut nous rapprocher de ces capitales régionales. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir la ligne à grande vitesse. Malheureusement, je ne peux que constater aujourd'hui que le financement n'est pas assuré, que cette ligne à grande vitesse qu'on nous promet depuis très longtemps s'éloigne de plus en plus. Mais je crois beaucoup à cela. Je crois beaucoup à cela parce qu'on a vu d'autres régions de France subir un boom dans leur activité quand la ligne grande vitesse est arrivée, tout simplement parce que les gens se sont rapprochés et que ça a créé beaucoup plus de flux et beaucoup plus d'activité. Merci. Question numéro 8. Un chef d'entreprise vient d'investir plus d'1 million d'euros dans un projet de commerce avec des créations d'emplois à la clé. Sur 100 candidats dont le CV correspondait à la fiche de poste, 30 se sont présentés, 8 ont été retenus et un seul a accepté l'offre d'emploi. Comment pouvez-vous rassurer ce chef d'entreprise et les futurs investisseurs de notre circonscription? Le rassurer sur quelle thématique? Bien, en fait, lorsqu'il présente une annonce pour un emploi, Oui. On sait que Pôle emploi a 100 Candidats. 100 candidats qui correspondent à la fiche de poste. Et il Il n'y en a a- qu'un seul au final qui est embauché Mm. sur 30 qui se sont seulement présentés. Mm. Comment pouvez-vous rassurer à la fois le chef d'entreprise et puis ceux qui décideraient demain d'investir à leur tour? Bien, écoutez, je crois que là, c'est un sujet récurrent, hein, le sujet de Pôle emploi, des possibilités de Pôle emploi de proposer des candidats. Moi-même, je suis allée sur place, j'ai rencontré les responsables, et c'est vrai que là, on a un gros souci. On a un gros souci. Moi, c'est vrai que quand Pôle emploi a été créé, et ça remonte à quelques années déjà, on avait des craintes. On avait des craintes sur la finalité, sur la façon dont ça allait se passer, de mettre ces services ensemble, de voir comment ils pouvaient aider à l'emploi. Et force est de constater aujourd'hui qu'il y a un réel problème. Pourtant, ils font des efforts. Moi, je les ai rencontrés, ils font ce qu'il faut pour aller chercher des candidats, pour bien étudier les profils. Ils ont ouvert des moyens numériques pour que les gens puissent aller sur des sites. Enfin, techniquement, ils font le boulot. Après, c'est vrai que c'est difficile d'avoir plus d'action et plus d'efficacité qu'ils n'ont aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un tournant où il va falloir voir comment on peut conforter et consolider les partenariats qui peuvent exister entre l'entrepreneur qui veut embaucher et Pôle emploi qui doit être fournisseur d'offres. Je crois que c'est sur ces liens-là qu'il faut construire, qu'il faut consolider. Tant qu'il n'y aura pas une véritable adéquation entre la demande du chef d'entreprise et ce que Pôle emploi est en mesure de proposer, on se retrouvera face à des situations de ce type. Voilà. Et moi, un autre regret que j'exprime depuis très longtemps, c'est que je crois qu'on a un petit peu de mal, et ça c'est général hein, pour les employeurs, à se projeter dans les emplois qu'on doit créer, les emplois qu'on va avoir dans quelques années, et à bien définir l'offre. Merci. Merci. 5e et dernière partie, questions diverses. Suite aux différentes affaires politico-judiciaires, une loi sur la moralisation de la vie politique est en cours de préparation. Nous ne connaissons pas le contenu exact de cette loi, mais quelles seraient vos propositions d'amendement pour que ce texte soit parfait? Alors d'abord, je dois dire que ce n'est pas la première. Nous en avons, voté une en 2013, la majorité sortante. D'abord, moi je crois il ne faut pas plus de 2 mandats dans le temps. 2 mandats dans le temps, ça me paraît suffisant. Et y compris pour le président de la République. Voilà, moi je mettrais la condition de 2 mandats dans le temps. Pour ce qui concerne la moralisation, c'est-à-dire les élus qui peuvent avoir des ennuis avec la justice pour certains délits, moi je fixerais une inéligibilité à vie. Pas temporaire, à vie. Pour qu'ils sachent que s'ils mettent les doigts dans le pot de confiture, eh ben c'est fini pour eux leur vie politique. Et je crois que, voilà, moi c'est une mesure que j'attends depuis longtemps. 10 ans, 5 ans, ça n'a pas de sens. C'est à vie. Qu'ils sachent que ça se mérite, voilà, d'être élu et d'aller devant les Français. Ensuite, dans les autres, il y a tout ce qui concerne les sommes dont disposent les parlementaires. Voilà. Les sommes dont disposent les parlementaires, aujourd'hui, tout ce qui est l'indemnité personnelle, ça, c'est réglé. Le crédit collaborateur, il est plus sain, effectivement, qu'il n'y ait pas d'emploi.
dans la famille, ça tombe sous le sens, mais bon, c'était devenu une pratique assez courante. La troisième enveloppe, c'est l'indemnité pour frais de mandat, de représentation et de frais de mandat. Celle-là, c'est pareil. Moi, je crois qu'il faut rendre des comptes. C'est-à-dire qu'on reçoit une somme tous les mois, et tous les mois, on devrait être en mesure de dire, voilà, on a dépensé ça, et on l'a dépensé dans tel et tel et tel secteur, pour ne pas qu'il y ait de fuite. Voilà. Et qu'on tienne, moi, c'est ce que je fais, je tiens un jour des factures, des justificatifs de toutes les dépenses que je fais. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut instaurer, parce que cette indemnité de représentation de frais de mandat, on en a besoin, c'est ce qui nous permet de payer le loyer de notre permanence, de payer le gaz, l'électricité, l'assurance, en fait, ce sont des choses comme ça. On en a besoin, mais il faut aussi pouvoir justifier de l'utilisation. Merci. Question numéro 10 et dernière question. Soyons sport, le lieu nous y prête. Si vous n'étiez pas candidate, pour lequel de vos 12 concurrents en lice voteriez-vous et pourquoi ? Eh bien, écoutez, je vais réfléchir. Je pense que je voterai pour le candidat Europe Écologie Les Verts. Voilà. Parce que je crois qu'on a un enjeu tous, toute génération confondue devant nous, c'est l'enjeu de l'environnement. Voilà. Merci. Merci. Il vous reste quelques minutes pour conclure si vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous souhaitez apporter quelques mots pour conclure cette interview. 2 minutes. Ou éventuellement. 2 minutes. Comme vous le souhaitez. Comme pour toutes les réponses, on fixe ça 2 minutes. Qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est compliqué. Non, ce que je peux dire simplement, c'est vous remercier encore une fois d'avoir eu cette initiative. Je trouve que c'est très intéressant, la démarche que vous conduisez vis-à-vis des candidats. Ça nous permet de nous faire un peu mieux connaître. Et je pense que ce serait bien que vous fassiez ça aussi en cours de mandat. Oui. Pour les différents élus. Parce que c'est vrai que la campagne électorale est un temps fort, mais après on nous oublie un petit peu. Et on ne sait pas toujours ce qu'on fait, on n'est pas toujours visible, et c'est un peu dommage. Parce que moi je rencontre des citoyens sur le marché qui me disent « mais on ne vous voit pas, on ne sait pas ce que vous faites ». Mais oui, mais bon, voilà, on n'a pas toujours les moyens de faire connaître notre action à un plus grand public. Et je crois que ce serait bien aussi de contrôler au cours du mandat, de voir si les gens que vous avez interviewés, ils ont une action conforme à ce qu'ils vous ont dit, ou s'ils ont un petit peu dévié, comme ça pourrait être des débats intéressants. Voilà. Merci, on va y réfléchir. Merci Lucette Lousteau d'avoir joué le jeu. Merci. Merci à vous. Merci Alexia. Merci Nicolas.